Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Rabah Ben Saïdi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils de Mehdi Ben Saïdi, doyen des harkis de Montpellier. Vous vivez à Montpellier depuis votre enfance. Vous êtes employé municipal. Vous êtes également président de l'association Projet Avenir Harki. À ce titre, vous participez à de nombreuses actions pédagogiques et mémorielles. Comment avez-vous pris conscience de l'histoire particulière de votre famille ? J'ai pris conscience quand, écoutez, j'avais mes 16 ans. Quand j'ai vu des associations de harkis demander, réclamer réparation, reconnaissance. Donc j'étais jeune. J'étais comme un petit mousquetaire derrière cette assoce. J'ai participé aux réunions, aux assemblées. Arrivé à mes 18 ans, pareil, je voyais que rien ne se faisait. Rien ne se faisait. J'ai décidé de créer ma propre association. On y reviendra tout à l'heure. Mais vous m'aviez raconté une anecdote que vous étiez aperçu sur votre livret de naissance que vous étiez né dans un camp. Voilà. Là aussi, ça m'a frappé. C'est dans mon extrait d'acte de naissance où j'ai aperçu que j'étais né dans un camp, enfant de réfugiés. Et le plus, c'est que c'est pas mon père qui a fait la déclaration de son enfant, c'était le chef de camp. Où ça m'a fait poser beaucoup de questions, comme si mon père était criminel, enfermé. Alors je me posais les questions jusqu'à maintenant. Pourquoi cette interdiction? Au moment où mon père ou ma mère n'ont commis aucun crime, pourquoi cette interdiction de jouissance d'aller déclarer un enfant comme tout parent auprès des états civils? Je me pose toujours la question, mais je n'ai pas de haine, mais je cherche une vérité et j'espère que je l'aurai. Et le fait d'avoir grandi dans des cités de transit, dans les camps, est-ce que vous pouvez nous décrire ces conditions? Alors, au Larzac, c'est vrai que j'étais petit. Je découvre en regardant les photos, avec les recherches, avec les amis, les familles, les photos que je peux avoir, dont je les remercie, et aussi d'où on a transité à l'Ardèche, à Pointe-Juvénal, Portaly. Et à Portaly, je me souviens parce que j'ai grandi, j'étais plus mature aussi, où j'ai côtoyé aussi beaucoup d'harkis. Et voilà, et ça m'a donné envie de me battre. L'honneur de nos parents. Ce qu'ils ont fait de bien ou de pas mal, il fallait que je prenne la défense. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, voilà, c'est comme ça, avec nos couleurs et notre fierté et notre histoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire la cité Portaly? Alors, la cité Portaly où j'ai grandi, c'était la dernière cité transit. C'était des baraquements, des préfabriqués, insalubres, très insalubres, où il n'y avait pas de l'entretien, c'est-à-dire système D, chacun faisait son entretien comme il pouvait. Vu qu'il n'y avait pas de produits, les gens n'avaient pas de rémunération aussi, on avait plus de saleté, les poubelles. Il n'y avait pas de ramasse poubelle. Après, je ne vous dis pas, les rats s'en occupaient. Même ils intégraient nos chambres. Moi, je me rappelais, interdit d'ouvrir les fenêtres. Et c'était, des fois, on n'éteignait pas les lumières parce que quand on éteignait les lumières, je ne vous dis pas le matin, on avait des visiteurs. On a grandi avec. On a grandi avec des rats, des souris. Ouais.
Comme des fois, je demande à mon père pourquoi tu achètes ces petits pièges, ces fameux pièges en bois. Ben, on en avait 3, des fois par chambre. Et des fois, je me rappelle, on s'amusait. On se privait de fromage, on mettait des morceaux de pain. C'était une activité. C'était des activités parce que j'ai... La cité Portalis était un peu isolée en plus, il me semble. Alors, la cité Portalis, oui, elle était isolée. Vu que certains fréquentaient l'école primaire, les Prés d'Arène. C'était quand même à 3 km. Il n'y avait pas de ramassage scolaire. Il n'y a rien qui était prévu. Donc, aussi, j'ai un souvenir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont fait renverser par des voitures à circulation. Je me rappelle, il n'y avait pas de passage piéton, il n'y avait rien. C'était le système comme l'hiver, l'été. Et la communauté harkie payait des loyers pour ces logements. Alors, pour les logements, oui, payait. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui passait avec sa sacoche. Et je pense que c'était un percepteur, voilà, qui encaissait, c'était du liquide. Hein, voilà. C'était de l'espèce contre un petit papier, un petit bordereau qui coupait. Voilà. Comment ça a influé sur votre vie, sur votre caractère, le fait d'être fils de harki, en dehors des conditions d'existence que nous venons d'évoquer? Mais être fils de harki, comme je le dis, j'ai demandé à mon père, mais il ne l'a jamais voulu dire. Il n'a pas voulu mélanger son histoire avec la nôtre. Mais à un moment, il fallait qu'il nous le dise, sans avoir de haine. Et ce que je retiens sur mes parents, ils nous ont jamais montré la haine contre les autres. Ça peut être l'Algérie ou la France, c'était toujours ouvert. On était à table, on était 7 frères, 3 sœurs, quand on mangeait à table, il n'y avait pas de haine, hein. C'était le vivre ensemble. On l'a connu, c'est pour ça jusqu'à maintenant, quand on voit n'importe quel étranger, en arabe, on appelle monsieur ami, ce qui veut dire tonton. Oui, c'est ça l'éducation que je retiens de mes parents, pas de haine. Pourtant, on peut en avoir, mais bon, je ne pense pas pourquoi avoir la haine. Ce qu'on cherche, c'est que l'histoire soit rendue. Et est-ce que votre père vous a expliqué, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure, les raisons de l'engagement aux côtés de la France? Alors moi, je vais poser plusieurs fois la question. Bon, trop tard, il fallait qu'il me le dise. Il m'a raconté l'histoire de mes grands-parents. Même mon grand-père, moi j'ai eu l'occasion de lui parler, je suis très content. Il m'a dit une vérité, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix. Tout a commencé des grands-parents de mon grand-père. Des enlèvements, femmes, enfants. Et après, comme j'ai dit, mon grand-père, quand il est venu de la guerre d'Allemagne, n'a pas eu le choix. Il a été demandé de rejoindre le maquis. Dans sa fatigue, l'âge, il n'a pas pu. Alors, pour eux, c'était un traître, voilà. N'importe qui refusait de rejoindre le maquis, c'est un traître. Il ne cherchait pas à comprendre. Hein. Alors, qui c'est? C'était les vengeances par la famille, c'est-à-dire les égorgements, c'est-à-dire, voilà. Alors, par ordre de mon grand-père, qui savait ce qu'il allait se passer, il a vu le papa et son genre de se mettre du côté français. Voilà. Comme ma famille était aussi proche, aussi des militaires, parce qu'ils étaient aussi français. Nous étions français. C'est ça. Et anciens combattants en 39-45. Voilà. Mais oui, mes grands-parents, lui, anciens combattants. Ensuite, vous, dans votre vie d'adulte, vous avez choisi de créer une association qui s'appelle Projet Avenir Harki. Pourquoi? Comment? Racontez-nous un petit peu la naissance de votre association. Alors, je vous dis, la création de l'association, c'était à la découverte de mon acte de naissance. Il y a ça aussi. Et aussi, à l'âge de 16 ans, je fréquentais les associations de harki, dont peut-être
parmi moi, tant d'autres, j'ai pris la relève de créer une association pour perpétuer la mémoire et essayer d'aider et aussi essayer d'avoir cette réparation avec d'autres associations qui perdurent. J'espère qu'un jour, on aura une vraie reconnaissance, réparation, parce que il y a des réparations, mais c'est pas ça. Votre association, enfin vous-même, vous menez des actions pédagogiques et mémorielles dans les établissements scolaires. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Alors là, c'est vrai, je suis très content. D'abord, je tenais à féliciter les personnes qui font appel à notre association. Je ne suis pas historien. Je parle avec le cœur. Ce que je sais, ce que nous avons vécu, moi ou mes parents, ou nos familles, Voilà. Et quand on se rend devant les collèges ou les lycées, nous avons des questions posées par les élèves. Nous répondons aux questions qu'on peut. Et je vous dis, c'est très, très, très dur. Hein. C'est un échange très émouvant. Oui. Si vous voulez, nous avons commencé la pédagogie avant les manuels scolaires. Parce que normalement, l'histoire d'Algérie doit se dire dans le bon et le négatif. Mais je suis très content que l'association participe, hein, mais à notre initiative et à nos moyens. Voilà. Quel type de questions les élèves vous posent? Alors, la question, c'est que déjà, je leur dis, n'hésitez pas, c'est des questions tirées du carton, mais des fois, je leur dis, n'hésitez pas, parce que des fois, je vois les élèves, hein, que métropolitains ou enfants d'origine maghrébine, ils n'osent pas, mais je le lis. Alors, des fois, comment ça se fait, votre père s'est engagé du côté français? Donc, c'est une question que j'attendais. Il faut qu'ils comprennent, parce que l'histoire, il faut pas que ça, il y a un bon et un mauvais. Il y en aura toujours. Alors je leur dis que le papa, en tant que harki, il est ni mauvais ni bon. C'est qu'il n'a pas eu le choix. Voilà. Et je dis, il n'a pas eu le choix. C'était ça ou l'égorgement. Et j'étais vraiment, et les chances que j'ai eues avec des enfants d'origine d'un collège à Montpellier, j'étais vraiment très, très content, même eux, parce qu'on s'est vu une deuxième fois. Eh bien, où ça m'a fait plaisir, c'est quand la fille est venue me voir, elle me dit, voilà, j'en ai parlé à mon grand-père, elle m'a dit que les harkis ont trop souffert. Et c'était trop, trop émouvant. Mais, voilà. Mais il faut que ça continue. Mais des deux côtés, hein, je vous dis que la guerre n'est pas bonne. Hein. Il y a eu des atrocités, des deux, mais bon, c'est comme ça. Vous parliez tout à l'heure de reconnaissance, de devoir de mémoire pour les harkis. En février 2022, il y a eu une nouvelle loi d'indemnisation des familles harkis, reliée au fait que leurs conditions d'accueil a été plutôt mauvaises. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi qui, quand même, propose une nouvelle indemnisation pour les familles? Alors, il y a une loi qui a été votée le 22 février. C'est bien, moi je dis par les deux chambres, mais le contenu n'y est pas. Le contenu n'y est pas. C'est vrai qu'on entend une loi d'indemnisation, n'y est pas. Et je pense que cette loi, elle a été très vite. Il n'y a pas eu assez de commissions pour chaque, si on peut dire, préjudice. Le calcul n'a pas été fait. Et, maintenant, cette loi sur l'indemnisation, c'est au vécu des camps, c'est-à-dire à partir de 3 mois. Non. Les gens sont, toutes les familles harkis, on va dire rapatriées, ont un numéro de rapatrié. Un numéro de rapatrié qu'ils ont vécu les camps ou pas les camps, ont subi un préjudice jusqu'à maintenant. Là, maintenant, je vois qu'ils ont rajouté 45 cités. Je vais dire, c'est bien, mais c'est pas bon. Pour moi, c'est encore une discrimination. Pourquoi c'est un perte de temps? Quand M. Jacques Chirac a créé cette loi, à l'époque, c'était les numéros de rapatriés. C'était pas le nombre de quotas de personnes. Parce que les harkis, il y en a, comme je l'ai dit, mon papa l'a expliqué,
Il y en a qui sont venus de leur propre sort. En 75, ils ont évité de transiter dans les camps. Ils se sont retrouvés dans les HLM. Mais ils ont subi. Alors eux, ils n'ont pas droit. Ils sont harkis avec un numéro de rapatrié. Et on en a parlé, comme il y a des commissions, mais... Alors peut-être, je ne sais pas, dans 3 ans, 2 ans, 4 ans, ils rajouteront ceux qui sont de nulle part. Non, normalement, il y a un numéro de rapatrié. Ils doivent prendre en compte toutes les familles avec un numéro de rapatrié. C'est le parcours du combattant où je pense, je veux dire, la France avec l'Algérie, comme il risque d'avoir une entente. Je suis pour le vivre ensemble. Les pays doivent s'entendre. Mais nous, les harkis, ne sommes pas une pièce de monnaie. On est une pièce de monnaie. Et les 2 pays, que ce soit l'Algérie ou la France, elles ne doivent pas avoir honte, si je peux me permettre, des crimes, parce qu'on les tient quand même responsables. Hein. L'Algérie, la France, ils ne doivent pas avoir honte. Oui, parce qu'on est obligé. Et là, je pense aux historiens futurs, il ne faut pas leur fausser ou leur prendre l'histoire. Quand je vois des jeunes me poser des questions, un exemple comme le 25 septembre, notre journée nationale, je l'accepte. C'est la Constitution, mais elle est caduque. Il ne s'est rien passé le 25 septembre. Elle n'a pas de sens. Mais le 12 mai, tous les présidents, ils doivent avoir le courage de reconnaître, vu que c'est un télégramme de Pierre Messmer, Louis Jox, et leur commandeur, le général de Gaulle, pour moi c'est un grand monsieur, mais il a faussé sur la guerre d'Algérie. Encore une fois, il nous a pris pour une pièce de monnaie aux accords d'Évian. Ouais, c'est pas ça l'histoire. Hein. Il faut que les pays n'ont pas honte dans le positif et le négatif. J'espère que la raison gagnera et avec le temps, sans avoir de haine, bon. Et nous ne demandons pas l'aumône aussi, nous demandons juste cette réparation, reconnaissance, voilà. Comme parmi des communes qui ont attendu 75 ans. Il fallait que M. Chirac reconnaisse. C'est normal. Quand je dis des communes, des pays, qui vivent en métropole. Hein? Et le fait que à Montpellier, plusieurs sites importants aient été reconnus, bien. Est-ce qu'il y en a d'autres, à votre avis, qui devraient être reconnus dans la région? Alors, un exemple, les 45 cités rajoutés, je ne sais pas qui... nous, quand on a fait des réunions à la préfecture, on n'était pas préparés. Mais les cités, on a connu parce qu'on a transité. Mais dans le rajout des 45 cités, il manque. Il y a un exemple, il y a Redon. Il y a aussi d'autres cités que je n'ai pas les noms en tête. On peut en trouver. Redon aussi, c'était un camp insalubre, style pont Juvénal. Après, il y a aussi, quand je reviens aux harkis, qui se sont sortis seuls en 75, ils habitent dans les HLM. On peut les rajouter. Oui, on peut. Maintenant, j'espère qu'ils vont... Mais le problème, c'est pas ça. On a un numéro de rapatrié. S'ils veulent régler le problème, ils le règlent. Et cette loi du 22 février, écoutez, on a perdu beaucoup. C'est-à-dire, ça a été voté. Suite au pardon de M. Macron, on nous a déshabillés de tous les acquis qu'on prétendait. C'est-à-dire? Comme la loi des injures, elle existait, elle n'existe pas. La loi des injures, c'est-à-dire calomnie, diffamation. Quand on calomnie un harki ou certains harkis, elle n'existe pas. Et ça veut dire la loi, elle existe, mais le décret de sanction qui permet au juge de condamner la personne n'existe pas. Il manque un décret. Il faut passer par un député, un Sénat, c'est un parcours de combattant. Et quand on entend M. le Président Macron dire qu'on insulte un harki, on insulte la France. C'est très bien, mais comment? En tant que président, il doit savoir si la loi, elle est complète ou pas. On est en train de travailler dessus, et aussi sur la citoyenneté. Nous avons nos sénateurs que je reconnais de tous bords, que je remercie, même s'ils n'ont pas voté ou ne ont pas amendé, ils ont fait l'amendement sur la citoyenneté qui a été rejeté.
Et encore de plus, on nous assassine, on nous enlève notre citoyenneté. Nous sommes en train de... La citoyenneté, mais vous avez la citoyenneté française, elle ne va pas vous être Oui, enlevée. nous sommes français, mais les sénateurs ont demandé l'amendement sur la citoyenneté. On est citoyens français, mais ils nous ont déchus de la citoyenneté. Oui, je veux dire, oui. Ils nous ont déchus. Et nous sommes en train d'y travailler. Hein. C'est comme, la citoyenneté, c'est comme l'amendement de l'injure. Il y a deux. Ça a été rejeté, l'injure. La citoyenneté a été rejetée. Voilà, il y a ces deux priorités. Rabah Ben Saïdi, ma dernière question. Est-ce que vous avez pu ou est-ce que vous avez envie d'aller en Algérie? Alors, moi, l'Algérie, c'est... Je vais vous dire, l'Algérie, c'est pas ma priorité. Pourquoi? Moi, l'Algérie, elle est au cœur de mon papa. Il est vivant. Jamais je ne trahirai mon père. En allant en Algérie, même pour faire du tourisme, même si M. Macron demain me le proposerait, je ne pourrais pas aller en Algérie, c'est tuer une deuxième fois le papa. Et je vous dis, et l'Algérie, il y a une loi de 1999, l'article 68, où il dit « Tout individu ou personne qui combat contre son pays n'a droit à rien, ni au droit de vote, ni à un travail, rien. » Il existe jusqu'à maintenant. Alors, tant qu'il y a ça, il y a une chasse à l'homme, on va dire une chasse à l'homme, hein, parce qu'il y a des harkis aussi qui souffrent. Là où je vous parle actuellement, il faut que M. Tebboune, président, abroge cette loi. Voilà, mais qui ne font pas croire que les harkis, le problème c'est fini, ce n'est pas fini. Il y a une loi qui existe. Voilà, je reçois des Algériens jusqu'à maintenant, je vous donne un exemple, même des militaires. Je reçois des Algériens militaires, qu'une fois il faut un concours, un examen militaire qui fait un concours, il demande pour intégrer un consulat algérien en métropole, il y a une enquête sécurité militaire. Mais il s'avère qu'au refus, votre père est harki. Et ça, je l'ai sur noir, sur blanc. Ils viennent me voir. Moi, je suis en France, je les reçois. J'ai pas de haine. Hein. Moi, j'ai pas de haine contre les Algériens. Voilà. Ni contre leur gouvernement. Je veux juste qu'il y ait un respect des deux. Et la guerre, c'est la guerre. Il faut avancer maintenant. Et voilà. Vous parliez tout à l'heure de l'insulte, de la diffamation. Est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui en France? Eh ben, elle existe au quotidien. Un exemple. Le mot harki, on l'utilise, les jeunes l'utilisent même en jouant au foot. Un exemple. Si vous ne faites pas la passe, la balle aux collègues, ils vous traitent de harki. Dans les chansons de rap, il y a des insultes sur les harkis. Là, dernièrement, aujourd'hui, il y a le jeune qui s'est fait une bavure policière, on va dire comme ça. Il y a une manifestation, je veux bien qu'il y ait des marches blanches. C'est malheureux. Mais dans les réseaux, ils traitent le policier qui a ses origines tunisiennes de harki. Vous voyez? Parce qu'un Maghrébin, on va dire, qui est dans la police ou dans l'administration, pour certains, c'est un harki, un traître. Vous voyez? Même en allant chez le coiffeur, je vous parle moi, ça arrive, j'entends des gens parler pour prendre leur tour, raconter l'histoire, il y a le mot harki, la haine. Mais c'est pour ça qu'on veut que cette loi existe, qui nous protège comme certaines communautés. Merci beaucoup, Rabah Ben Saïdi. Merci. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.